bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, c'est un nouveau format, un nouveau modèle, interview d'entrepreneurs et de parcours inspirants. Et j'ai le grand bonheur de recevoir aujourd'hui Séverine Vercamp. Séverine, bonjour. Bonjour Valérie, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis ravie qu'on puisse se retrouver dans ce nouveau format d'interview. On va commencer par parler de vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites, de ce qui vous anime et de ce en quoi vous contribuez auprès des entrepreneurs, des entreprises, en tant qu'artiste aussi, puisque vous êtes artiste. Donc on va parler de vous, de votre côté professionnel, personnel et artiste aussi. Voilà. Très bien, avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette interview. Séverine, on va commencer par le début. Vous avez un parcours professionnel avec une société que vous avez créée qui s'appelle ProAgiris Conseil. Mais avant d'en arriver à ProAgiris Conseil, quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivé à ProAgiris? Avant de créer ProAgiris, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans les entreprises, que ce soit l'industrie agroalimentaire, l'industrie automobile, mes côtés équipementiers, et puis des services. Voilà, je travaillais chez Decathlon, par exemple, pour la création d'un magasin, avec une équipe à manager dans le domaine de la vente. Et puis avant ça, j'étais en formation. Moi, j'ai d'abord fait de la pub. Voilà. Vous avez commencé par la communication? Oui. C'est votre parcours, de votre formation initiale? Voilà, tout à fait. D'accord. Et vraiment la publicité et le marketing. Oui. Je n'y ai pas trouvé ce que j'attendais. C'est vrai que j'y allais un petit peu pour la créativité, le côté artistique. Et j'ai vite bifurqué en fait dans la même école, dans le management et les médias, puisqu'ils proposaient aussi ces options-là. C'était Sub de Pub Campus à l'époque, voilà, une entité qui avait été créée par Jacques Séguéla. Et puis ensuite j'ai continué mes études tout en travaillant. J'ai commencé à travailler et j'étais sur Paris. Je suis allée en cours du soir au CNAM, voilà, parce que les ressources humaines et la communication interne me plaisaient beaucoup, donc je voulais aller plus loin. Voilà, puis en cours du soir, comme ça, pendant plusieurs années, j'ai obtenu ce qu'on appelait un DESA, c'est-à-dire un niveau maîtrise. Ouais. Et puis plus tard encore, j'ai repris mes études en formation continue pour faire un 3e cycle en sociologie des organisations et conduite du changement dans les entreprises. Voilà, donc c'était très spécifique. Je m'en sers encore maintenant. Et ça, c'est tout sur le long cours. Enfin, je veux dire, vous avez commencé à travailler à quel âge? 20 ans. 20 ans. Et puis j'ai fait ce DESS, ça s'appelait comme ça à l'époque. Oui, je m'en souviens. Je crois que nous sommes de la même génération, voilà. On a les mêmes repères. On a les mêmes repères, oui. C'est un master 2 maintenant. Et j'avais 26 ans. D'accord. Voilà. Donc, vous étiez bonne élève? J'ai été longtemps bonne élève. Pourquoi longtemps? Parce que quand je suis arrivée, je me souviens, au collège, lycée, tout ça, ça ne me passionnait pas trop. En primaire, j'étais très très bonne élève parce qu'on avait encore un contact avec la nature, avec une façon de voir la vie qui avait du sens pour moi par rapport à ce que j'apprenais. Voilà. Collège, lycée, c'était moins évident pour moi. Oui. Mis à part la philo, les langues, un peu l'économie, je me suis un peu plus dans ces matières-là. Le français, l'art, les cours d'art. Je crois qu'on y vient. Voilà. Mais c'est vrai que ça a commencé à être un peu déconnecté pour moi de ce que j'avais envie de vivre. Voilà. Donc, parcours dans la communication. Vous commencez à travailler donc, en région parisienne? Oui. Sur Paris même? Oui. D'accord. J'ai fait une petite incartade à Rouen, voilà. D'accord, ouais. La banlieue de Paris. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, parce que j'ai longtemps fait les trajets depuis Paris. Et puis, ensuite, je suis revenue sur Paris et j'ai décidé de créer mon activité. D'accord. Voilà, donc ProAgiris. ProAgiris. Alors, d'où vient le nom de ProAgiris? Eh bien, je voulais quelque chose un nom qui montre le souci de l'action. Voilà. D'où le pro. Voilà, oui, le côté professionnel parce que je m'adresse toujours aux entreprises. Et proactif aussi. C'est ça, exactement. D'accord. Voilà. Et pour moi, c'était important de montrer que mon métier, je ne le concevais pas d'un point de vue intellectuel et théorique, mais que je m'intéressais aux problématiques terrain des entreprises et surtout des personnes, des êtres humains qui la composent, non pas pour les faire entrer dans des modèles théoriques, mais au contraire pour adapter éventuellement cet apprentissage, ce savoir à leurs problématiques terrain. Donc déjà à l'époque, je construisais beaucoup les interventions
avec les gens qui allaient les vivre ensuite. Voilà. D'accord. Et donc, vous avez démarré votre carrière d'entrepreneuse, entrepreneureux. Voilà. Et ben, j'avais 30 ans. 30 ans. Voilà, 30 ans sur Paris. Mon projet était de développer un petit peu sur Paris, puis de revenir dans ma région natale. Voilà, parce Qui est que Besançon. Alors, même Pontarlier, Pontarlier, le oui, Haut-Doubs, le Haut-Doubs. voilà, les sapins, c'était ma ligne de mire. Et la neige l'hiver. Voilà, Ouais. les lacs. Et puis du coup, bah, j'y suis revenue plus tôt que prévu, Ouais. parce que en fait, je travaillais déjà beaucoup on va dire, dans le grand quart nord-est. Oui. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi attendre? Voilà, donc j'ai pris mes bagages et à l'époque, j'ai atterri à la boutique de gestion, effectivement, à Besançon. D'accord. Voilà. Et quelles sont les entreprises avec lesquelles vous avez commencé à travailler en débutant? Et puis, est-ce que ce sont les mêmes entreprises que vous avez accompagnées à vos débuts et maintenant? Alors bien sûr, il y a eu du changement en 20 Oui. ans, mais j'ai encore des clients historiques, effectivement, qui sont plutôt dans le milieu industriel, Oui. plutôt B2B. Et puis, effectivement, ça s'est souvent élargi aux services, aux nouvelles technologies aussi. Oui. Même si je ne suis pas une pro des nouvelles technologies. Oui. Voilà, j'aime bien l'esprit, l'état d'esprit qu'il y a derrière. Voilà, la période des startups, etc. Ça m'a beaucoup plu d'aider des créateurs dans leur paradigme de voir le monde différemment. Voilà. Et vous travaillez plus avec des PME, des TPE, des grands groupes? Mais il y a tout, Il y a de en tout. fait. D'accord. Ouais. Et vous avez une acquaintance particulière avec les uns ou avec les autres? C'est difficile de répondre parce que Ouais. déjà j'aime la diversité, j'aime l'entrepreneuriat et j'aime cette diversité d'entreprendre et cette diversité des profils derrière les chefs d'entreprise. C'est vrai qu'historiquement j'ai toujours beaucoup travaillé dans l'industrie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas ingénieure, je suis pas mais peut-être ce côté pragmatique, terrain, voilà, j'aime beaucoup le trouver dans le monde industriel. Mais j'aime aussi voilà, travailler pour des entrepreneurs innovants. Voilà, des gens qui voient le monde un peu différemment, qui essaient d'apporter une vision différente et un service différent. Et pour tout dire, qui ont un petit peu envie de transformer le monde. Voilà. Et vous avez une majorité d'hommes ou de femmes finalement dans vos interlocuteurs? Ah bah au début, c'était quasiment que des hommes, surtout dans le coaching. Ouais. Oui. En tant que coach, j'intervenais quasi exclusivement il y a 20 ans, même avant, parce que j'ai commencé le coaching un peu avant. C'était que des hommes, c'était vraiment flagrant, quoi. Et puis petit à petit... Ça s'est féminisé. Oh oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'une de mes premières clientes en coaching était ici à Besançon. Alors, pourquoi le coaching finalement? Parce que vous auriez pu intervenir dans les entreprises différemment, oui, c'est vrai. Avec un aspect peut-être plus communication, mais en tant que consultante, pourquoi davantage le coaching finalement? C'est vrai ce que vous dites Valérie, parce qu'au départ j'étais plus consultante en organisation. Voilà. Je pense que c'est le côté humain qui m'a amenée à ça. Et quand on est consultant en organisation, effectivement, on déroule des méthodologies et des cadres théoriques qui étaient peut-être trop fixes pour moi. Voilà, moi je voulais vraiment coller à la problématique terrain, et l'humain a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et je dirais dans ma vocation, dans ce que je voulais apporter, je voulais déjà faire en sorte que les gens puissent être eux-mêmes dans ce qu'ils font, donc dans un milieu quand même très très codifié qui est l'entreprise. Et du coup, voilà, le coaching, c'était la méthodologie la plus proche de ce que je voulais apporter, puisqu'on travaille avec les personnes. Faire émerger de la part et des personnes et des entreprises, des organisations, le meilleur... Alors leur ADN, tout simplement, qui y sont fondamentalement, parce que je pense que ça suffit pour créer de la valeur. Voilà. Et effectivement, quand il y a des prises de conscience au cours d'un coaching et que la personne s'autorise à être elle-même, eh bien les choses sont assez simples, et en général, elle a besoin de très peu d'accompagnement pour le comment. Voilà. Donc bien sûr, on va suivre ce qu'elle met en place, les résultats que ça peut donner, selon des indicateurs qu'on va prédéterminer. Mais dans ma pratique, là, on va dire même de 25 ans en arrière, je vois bien que ça suffit d'ouvrir cette porte pour oser être soi dans ce milieu professionnel. Juste en allant chercher les personnes dans qui elles sont, dans ce qu'elles sont. Qui elles sont, ce qui les caractérise, leur singularité, ce qu'elles ont acquis aussi comme compétences et surtout comme talent. Après, elles savent
elles savent l'articuler avec leur contexte, si elles sont à la bonne place. Alors vous êtes une mailloticienne en quelque sorte? Oui, c'est vrai, parce que moi j'appartiens à un courant qui est celui du leadership authentique. Oui. Et quand j'ai commencé ce travail, même avant d'être formée au coaching, donc avec ma formation en sociologie des organisations, j'appartenais effectivement à un courant dit socratique. Voilà. Alors, ma donc, question est arrivée à point nommé. Tout à fait. Et justement, cette pensée socratique, en quoi elle est importante pour vous, finalement, dans cette approche? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de singularité qu'il y a derrière, et du coup, d'originalité. Donc, peut-être c'est un peu mon tempérament d'artiste. Mais aussi, tout de suite, ce qui arrive derrière, c'est la création de valeur. Voilà. D'accord. Et je pense que effectivement, être humain, c'est une condition très privilégiée, et qu'on a cette capacité à créer de la valeur à partir de la réalité et à partir de qui on est. Voilà. C'est qu'on a cet art-là. Voilà. Parce que pour moi, c'est un art. Et c'est suffisant, encore une fois. Et du coup, la maïotique ou l'approche socratique ou tout le courant du leadership authentique permet ça, de focaliser finalement l'attention sur qui on est. Alors évidemment, il faut se détourner des pièges de l'ego pour être... Oui, c'est ça, parce que quand on parle de leadership, alors un leader c'est celui qui fait émerger le meilleur des autres pour les accompagner. Mais c'est pas forcément évident, c'est pas... Tous les managers ne sont pas des leaders. Non, c'est ça. Et puis on a aussi un gros héritage organisationnel dans les entreprises qui vient de la répartition du travail et du coup des relations au travail entre celui qui dirige et celui qui exécute, pour faire un peu schématique. Oui, voilà. Et cet héritage-là, il est lourd, il est encore empreint dans l'organisation des entreprises et aussi dans nos paradigmes. Et aujourd'hui, on a besoin de coopérer. Enfin, on en a toujours eu besoin, mais disons que le contexte encore nous y plus pousse. Maintenant. Oui, bien sûr. Puis on en est de plus en plus conscient. Et puis je pense que les échéances aussi arrivent de manière un peu plus courte que prévu. Donc ça nous réveille. Et bien, il faut apprendre à être en relation dans la vie, mais dans le travail, puisque moi, c'est mon sujet, différemment. Voilà. Et créer de la valeur, créer de l'innovation... qui peuvent être aussi des fois des innovations de rupture, ça demande de travailler ensemble différemment. Et ça vient remettre en cause cet héritage organisationnel, ça vient remettre en cause aussi la gouvernance des entreprises, et en même temps, il faut y aller doucement. Donc l'accompagnement et le coaching, ils sont là pour que ça puisse se créer vraiment dans une transformation et qu'il y ait le moins d'effets de bord possible. Voilà. Dans votre approche, je sais que vous êtes très proche de la pensée d'Edgar Morin, puisqu'on en a parlé un petit peu en aparté, en préambule à cette interview. En quoi Edgar Morin vous a-t-il nourri? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette approche du coaching? Alors moi, j'ai connu Edgar Morin vraiment au début de ma formation. D'accord. Et quand j'ai commencé à lire et quand on a commencé à nous l'enseigner, donc c'était quand même dans cette école de pub, voilà. Ouais. Et j'ai trouvé ça formidable parce que j'avais peur un petit peu de penser trop différemment, voilà, et de voir les choses out of the box. Ouais, de manière un peu trop singulière. Et là, je me suis dit waouh, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et ça me faisait du bien justement d'avoir ce référent théorique. Ce que j'ai retenu, voilà, c'est que les organismes, que ce soit nous en tant que personnes, parce qu'on est aussi un ensemble, un organisme, que ce soit les systèmes et bien sûr les organisations et les entreprises, parce que c'est moi c'est le territoire qui m'intéresse en particulier et qui m'intéressait déjà. Eh bien, voilà, il y a des lois qui gouvernent tout ça, qui sont aussi les lois qu'on retrouve dans la nature. Et si on a l'intelligence de voir à quel point et à quel moment aussi dans nos chemins tout est relié, et tout est juste parfois. Oui, c'est vrai, même ce qui est désagréable. Voilà, oui. Ça nous aide à agir et à créer cette fameuse valeur, voilà, contributive et qui doit rejaillir en cascade sur les différents niveaux du système. Voilà. Donc c'est évidemment ce qu'il a appelé la pensée complexe, c'est la complexité, qui est la loi d'entropie de tout système qui se crée, de nos propres cellules qui nous constituent au départ, embryonnaires, jusqu'à les systèmes sociaux, sociétaux, mondiaux
Y compris le système des entreprises, à l'intérieur des entreprises. Voilà, c'est ça. Et moi, j'étais admirative de quelqu'un qui pouvait avoir cette pensée. Bon, il a une expérience très très riche aussi, Edgar Morin. Il a vécu la guerre, il a traversé de nombreuses époques. C'est ça. Et puis de nombreuses épreuves. Et j'étais vraiment admirative de voir comment quelqu'un pouvait avoir une vision aussi globale, pas d'une actualité. Et d'une grande sagesse aussi. Oui, c'est ça. Mais une vision globale de ce qui se passe en réalité dans la vie et qui est quand même assez universelle et transposable d'une époque à une autre. Voilà. Et en plus, c'est une grille de lecture formidable. Quoi. Pour moi, il a fondé les principes de l'intelligence collective aujourd'hui, tels qu'on l'a défini, vraiment. Entre autres, dans votre façon d'accompagner les entreprises dans le coaching, est-ce que vous avez d'autres boîtes à outils que vous utilisez, d'autres outils que vous utilisez avec ProAgiris par exemple? Quelles sont les techniques ou les outils que vous utilisez en dehors de tout ce que vous avez appris? Alors les outils sont assez simples, ils ressemblent plus à des processus, c'est l'écoute. Écoute active, voilà, nécessairement. La capacité aussi à comprendre le langage de l'autre, de la personne qui est accompagnée. L'empathie. Oui, c'est vrai, on peut appeler ça l'empathie. Enfin, moi j'appelle ça l'empathie. C'est vrai, oui, écoute active et empathie pour être en capacité de comprendre ce que l'autre peut ressentir ou vivre. Oui, tout à fait. On travaille aussi beaucoup d'ailleurs quand on parle d'intelligence collective, puisque finalement on donne à l'autre son ressenti sans pour autant dire je te dis que tu dois faire ça. C'est moi quand tu parles, j'entends ça. J'imagine que ça fait partie aussi des effets miroirs. Des effets miroirs. Voilà, donc c'est des outils qui sont effectivement plus des choses humaines, vous voyez, des choses de la relation humaine qui se sont professionnalisées, qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles, fort heureusement. Moi, j'utilise aussi beaucoup l'approche émotionnelle parce que les émotions sont de puissants indicateurs et aussi de puissants ingrédients de création, donc ça m'intéresse. Voilà, donc je travaille beaucoup avec ça. Après, voilà, le coaching suit une méthodologie quand même qui est bien éprouvée. Où on part d'une situation, on a des objectifs par rapport à cette situation qui sont ceux de la personne, notre premier travail. De l'entreprise. Et de l'entreprise. Voilà. Mais moi, je travaille quand même avec la personne. Mais effectivement, il y a une médiation qui se fait, mais c'est lui qui porte en fait cette médiation-là. Et en fonction effectivement de la maturité de ses objectifs, on accompagne très souvent d'ailleurs sur la formulation de ses objectifs. Et puis après, c'est de la maïeutique socratique, c'est de la créativité pour voir les options disponibles, celle qui va être la plus optimale en fonction des situations et des ressources disponibles, voilà, de manière à être efficient dans les mises en œuvre. Et le coaching, il est là aussi pour tirer d'un plan d'action très concret par rapport à un sujet très concret, il est là aussi pour tirer un enseignement, aider la personne à mieux comprendre comment elle fonctionne et comment elle peut devenir son propre coach très vite, quoi. Est-ce que vous utilisez les profils de personnalité, par exemple, entre autres, je pense au profil MBTI ou autre, je pense à cela, mais... Alors moi, j'utilise jusqu'à présent le SOSI, effectivement, pour comprendre comment la personne fonctionne. C'est un support pour comprendre quelles sont ses motivations, ses valeurs, ses ressources et les axes qu'elle a à travailler. Et en fonction de ça, effectivement, on va augmenter la notion d'objectif liée à la mission que peut donner l'entreprise, par rapport à ses objectifs, lui aussi, en tant que professionnel, à partir de qui il est. Et tout ça doit converger et doit nous amener à des plans d'action concrets que la personne met en place. D'accord. Quels sont les bénéfices, finalement, qu'en tirent les personnes et les entreprises bénéfices secondaires, je veux dire, plus que l'évolution de la personne, finalement, est-ce que vous avez un feedback là-dessus? Oui, parce qu'on évalue les prestations une fois qu'elles sont terminées, puisqu'un coaching, ça commence et ça finit. Mais il faudrait les interviewer, ça sera encore mieux, Valérie. Enfin voilà, on y viendra. D'ailleurs, certains le demandent, alors. Je peux vous donner des noms. Volontiers. Mais voilà, ce que j'entends, je vais me faire leur porte-parole, c'est que il y a une forme de libération, il y a une forme d'affirmation dans notre métier, ce qu'on appelle l'assertivité. Voilà, tout à fait. Savoir dire non, parce que est-ce que ça peut être par le oser, savoir dire non, bien sûr. Oser se positionner, oser exprimer ses ressentis, parce que souvent en entreprise, je l'ai vécu puisque je suis passée en entreprise aussi.
souvent on n'ose pas dire moi ça me pose problème ou je suis pas bien avec ça. Finalement, oser dire ce qu'on ressent, souvent, je l'ai vécu et vu, parfois les personnes n'osent pas dire ce qu'elles ressentent et ce qu'elles vivent, de peur d'être jugées, de peur de se faire mal voir, de peur d'être réprimandées aussi. Oui, ou simplement parce qu'elles sont elles-mêmes prisonnières de leur propre jugement. Donc effectivement, on travaille sur tous ces plans-là. Donc oui, le bénéfice, c'est une forme de liberté, de capacité à oser et de peut-être communiquer. Alors à la fois en se respectant soi, mais en respectant aussi ses interlocuteurs ou les situations. Puisqu'on est quand même, c'est le challenge qui est intéressant. On est dans un univers qui est très codifié, les organisations, les institutions, les entreprises. Et donc comment quand même on peut s'aménager son propre espace de liberté et donc de création, de valeur, à partir de qui on est, tout en respectant les codes des systèmes qui parfois sont justes aussi. Voilà. Proagiris va fêter ses 20 ans. Oui. Le 9 juin, vous organisez un forum qui s'appelle le forum Oser, voilà, qui sera en même temps lié aux 20 ans de Proagiris. Voilà. Vous avez choisi de faire ce forum au Cénacle. Pourquoi le Cénacle ? Alors c'est un lieu déjà qui est un vrai coup de cœur pour moi. Je comprends, je confirme. C'est un lieu inspirant et justement le message c'est aussi de dire aux entreprises que les lieux sont importants et sont aussi une richesse à exploiter et plutôt à mettre en valeur pour inspirer la créativité de ceux qui composent l'entreprise et que le beau aussi passe par le lieu. Voilà. Et le beau est inspirant, le beau fait du bien, le beau apporte du bien-être et le travail n'est pas exempt finalement de cette loi de la vie. Voilà. Donc, et voilà, le Cénacle, c'est un lieu où il y a du beau. C'est vrai, c'est un lieu riche d'échanges, de partage. C'est un lieu en même temps intimiste, humain, à taille humaine. C'est pas une grande salle de spectacle. C'est un lieu, il y a plusieurs salles possibles. Il y a la chapelle, il y a la salle de conférence, il y a la Black Box. C'est un lieu dans lequel on peut vraiment circuler. Et puis toutes les personnes qui travaillent au Cénacle aussi sont des personnes extrêmement humaines. C'est ça, et riches, et oui. Singulières, voilà, qui elles-mêmes sont inspirantes du coup. Oui, tout à fait. Donc effectivement, il y a une alchimie qui est magnifique dans ce lieu. Et puis voilà, on se connaît bien, donc il y a le côté aussi un peu pratique où ça fonctionne bien ensemble. Et puis voilà, je fais souvent intervenir Quentin Juy, le directeur, qui a des talents d'artiste et qui sait parler aux entreprises, donc ça donne toujours quelque chose. Artiste, il a le verbe haut, il a un humour incroyable, il sait rebondir sur les situations. Exactement. Vous voyez, je lui ai même confié une fois à la clôture d'un forum ouvert pour un client, c'était juste superbe parce que il se balade, il voit les choses et du coup c'est dit du point de vue de l'artiste. Donc moi mon message il passe, vous voyez. J'ai rien à expliquer, quoi. Mon message passe, voilà. Et c'est un lieu important aussi parce que mon propos, depuis toujours en fait, et c'est aussi pour ça que je suis en symbiose avec la pensée d'Edgar Morin, c'est de ramener l'art dans l'entreprise. Alors, on va y venir, l'art dans l'entreprise. On va terminer sur le forum parce que le forum Oser, il y a 3 maîtres mots, c'est oser, innover, coopérer. Oui. En quoi ces mots sont-ils importants pour vous, ces 3 tout simplement, Valérie, parce qu'ils sont complètement liés. Oui. Voilà. Si on ose être soi-même, on peut coopérer parce que être en contact avec sa propre richesse, c'est avoir envie forcément d'aller chercher celle des autres. Et quand on va chercher celle des autres en coopérant, on innove. Voilà. Et ça, c'est impératif pour notre monde aujourd'hui. Et pourquoi moi, le monde de l'entreprise et de l'organisation du travail m'a toujours intéressée, c'est parce que je pense qu'il est au cœur de la création de valeur dans le monde. C'est un outil puissant. Voilà. Encore faut-il bien l'orienter. Voilà. Et pour moi, bien l'orienter, c'est remettre de l'humain, c'est remettre du vivant. Et l'art, le beau, sont centraux là-dedans. Alors, le Forum Oser, ce sera donc le 9 juin, c'est à partir de 17h. Non, c'est 9h. 9h, 17h30. 9h, 17h30, pardon. C'est toute la journée. Toute la journée. Et en fait, c'est vous qui travaillez. D'accord. Voilà, c'est vous qui travaillez selon une méthodologie d'intelligence collective qui s'appelle le Forum ouvert, qui est une méthodologie déposée.
et qui postule que la création de valeur, in fine, sera plus riche si les participants sont auteurs, acteurs et porteurs de leur projet. D'accord. Voilà. Ça s'adresse à qui? Alors, ça s'adresse aux entrepreneurs, aux dirigeants, aux dirigeantes. Oui, aussi. Voilà, mais aussi aux étudiants, aux personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui ont à voir avec l'innovation, et aux artistes, évidemment. Voilà. Donc, je vais faire venir aussi des étudiants qui sont à l'IAE, par exemple, en entrepreneuriat, ou bien, voilà, dans le métier, c'est vraiment de générer de l'innovation dans l'entreprise. Et en fait, je veux que ces publics se rencontrent parce que je veux interpeller les entreprises sur la nécessité d'avoir une vision qui a du sens. Voilà. Et c'est quoi une vision qui a du sens? Et derrière, on retrouve effectivement la pensée complexe d'Edgar Morin qui dit une chose simple dans la pensée complexe, c'est que une vision a du sens si elle s'inscrit dans le système un peu plus grand auquel elle participe. Tout est lié. Voilà. Le grand tout. Ouais, donc ça, c'est important. Et en même temps, c'est la meilleure façon de parler aux nouvelles générations qui cherchent du sens à ce qu'ils font. Voilà. Oui, surtout la jeune génération X, Y, Z, voilà. Est de plus en plus tournée vers l'écologie, entre autres. Je pense à ça en premier lieu, mais c'est collaborer. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les ONG, voilà. Entre autres. Je pense à ça. C'est un petit aparté, mais effectivement. Donc ça s'adresse aussi aux étudiants. Vous avez évoqué, Séverine, une chose très importante pour moi, c'est le beau. Ça revient tout le temps dans votre discours. Vous êtes artiste. Oui. C'est un bien grand mot pour moi. Pourquoi le cacher? Je me suis habituée. Voilà, acceptez-le, endossez-le. Autorisez-vous à porter ce... Voilà. Il y a encore du travail. Vous êtes artiste, vous êtes peintre. Qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? Alors, j'ai toujours peint, voilà. Évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'ai toujours peint. Vous saviez dessiner? Parce que, il y a peindre, il y a dessiner. Je pense que non. Mais ça ne m'empêchait pas de le faire. Et puis, non, en fait, j'aimais déjà la peinture à l'huile, en fait. Oui, d'accord. Je peignais beaucoup à l'huile, sans avoir vraiment appris, si ce n'est les cours à l'école, que j'investissais beaucoup, évidemment. Oui. Il y a quelques temps, tout ça a fait son chemin. Et je me suis dit, mais non, pour amener l'art dans l'entreprise, il faut que je fasse l'expérience du peintre qui apprend. Voilà, donc je me suis tournée vers un artiste et qui s'appelle Kim Nézard, que certains connaissent sans doute puisqu'il est de la région, et qui est plasticien, qui est aussi chef décorateur pour le cinéma, qui a travaillé déjà pour de nombreux films. Et comme évidemment l'alchimie est passée entre nous, parce que c'est toujours une histoire de rencontre, Valérie. Oui, les rencontres, toujours. Je suis allée en cours, mais dans cette idée d'apprendre. En novice, entre guillemets. Oui, et puis toujours en me disant, ça veut dire quoi, ce que je fais là, ça veut dire quoi, amener l'art dans l'entreprise. Donc j'avais toujours mes interlocuteurs, leurs besoins, puis comment j'allais pouvoir amener ce sujet, qui n'est pas du tout d'une évidence... pour l'entreprise. Il y a bien d'autres préoccupations. Et finalement, moi, je me suis laissée prendre au jeu, en fait. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je venais pour moi, pour me nourrir, pour nourrir mon âme, et pour prendre du plaisir. Et puis, petit à petit, j'ai écouté mon enseignant, et j'ai compris que je pouvais faire quelque chose. J'ai commencé à y croire et j'ai voulu aussi développer cette partie artistique. Voilà. Et quels sont les thèmes en peinture que vous aimez peindre? Vous êtes plus dans le figuratif, dans l'abstrait, le géométrique, que sais-je? Alors, plutôt l'huile, alors, d'après ce que je comprends. L'huile, ça c'est vrai que j'ai du mal à me sortir de cette technique-là. J'en ai pas vraiment envie, en fait. Parce que, en quoi l'huile est plus riche que l'acrylique, par exemple? Il y a un rapport à la matière qui est différent. Voyez. Donc, moi, j'aime le côté je construis à partir de la matière. Donc, je retrouve ça, en fait, dans la peinture à l'huile.
Et c'est une vraie Là, on méditation. retrouve le côté plastique, Presque, oui. modelage, Presque. presque manuel, hein, en fait. Bah, presque. Et puis, voilà, plonger dans cette matière qui est noble, hein, et vraiment superbe, ça crée aussi quelque chose de méditatif qui à la fois vous nourrit, à la fois crée beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, j'aime ce rapport-là. Ça vous Il y a une permis forme de développer votre sensualité. créativité? Oh, je suis sûre, oui, Oui. bien sûr. Vous l'avez vu, enfin, personnellement, vous l'avez ressenti? Je pourrais pas dire comme ça, Ouais. mais je peux que le Les constater autres, a posteriori. les autres peut-être vous le disent. Peut-être, oui. Oui, mais en même temps, c'est vrai, quand on voit à un moment ce qui se passe, qu'on met en œuvre, on se dit, bah oui, forcément. Mais quand on le vit, on fait juste le vivre. Et ça aussi, c'est bien, vous voyez, d'avoir ces moments-là. Oui, parce qu'on est on est dans le présent. Voilà. On est dans le temps présent. Et ça, Donc, c'est on générateur oui, aussi. mais ça, c'est tout à fait, oui. Quand on est dans l'instant présent et qu'on est dans la peinture et qu'on ne fait que ça et qu'on ne pense pas au travail ou, Voilà. toutes les contingences matérielles que l'on peut avoir, on est vraiment dans le ici et maintenant, dans la présence à soi et à ce qu'on fait, à la matière. C'est en ce sens que l'art amène du beau. Est-ce que vous avez déjà pensé à organiser des ateliers de peinture, par exemple, en coaching? Alors, j'en fais. Alors, Voilà. sauf que c'est pas des ateliers de peinture. Des ateliers de peinture. Ouais. C'est-à-dire que voilà, un dirigeant qui vient travailler sa vision stratégique, eh bien, il va descendre dans l'atelier. Voilà. Ouais. Hein. Alors, soit au tout début, soit à un moment. Ça dépend un petit peu du parcours et de la maturité de chacun. Pour peindre la vision qu'il a pour son entreprise, pour son projet d'entreprise aussi. C'est un exercice que vous faites avec les dirigeants, ça? Oui. De leur laisser, je ne sais pas, 20 minutes, vous me peignez votre vision de l'entreprise. C'est ça, ouais. C'est exactement ça, Valérie. Ouais. Ouais. Et du coup, ça permet une discussion qui est Puis extrêmement on est dans le riche. lâcher prise. Oui. Un peu, Et pour un certains, peu c'est comme pas on évident. ferait un tableau de vision, finalement. C'est ça, un vision board. Sauf que là, on est vraiment tout de suite On est dans sa propre création. Ouais, c'est ça. Alors que, un tableau de vision, on va chercher des images que l'on collecte, que l'on colle, que l'on assemble, en fonction des images qui nous appellent. Alors que quand on peint soi-même, en fait, on va chercher à reproduire ce qu'on a dans la tête. C'est quand même plus complexe. Hein. Oui, mais en fait, c'est pas la technicité. Et heureusement, parce que je suis moi-même pas une technicienne dans la peinture. Ouais. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on cherche. En fait, c'est vraiment un support pour l'expression, et pour la création. Parce que bien sûr, après, on discute de tout ça. Et c'est là où toute la richesse se recueille et où, parfois, on a l'état brut de la vision stratégique, Et alors ça, c'est un cadeau, oui, parce que en com, ou quand il faut aller en parler devant des partenaires financiers, soit parce qu'on traverse un moment difficile dans le cycle de l'entreprise, soit parce qu'on est en création, ça donne une puissance qui est énorme. Voilà, est-ce qu'il y a plus de lâcher prise par rapport à ça? Est-ce que les dirigeants, les managers, les personnes que vous accompagnez sont plus libérés? Par rapport au fait de faire de la peinture, oui. Ouais, alors il y a des réactions très très différentes. Il y a des gens qui peuvent... ça peut bloquer complètement. Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il faut dire donc là, à l'extrême limite, on va choisir un autre support créatif, voilà. Et puis il y en a, il faut qu'ils se préparent à l'idée ils ont très envie, mais voilà, il y a comme moi-même, j'ai pu connaître, j'ai beaucoup de freins à rentrer dans cette partie-là artistique. Et à vous autoriser à vous présenter en tant qu'artiste maintenant. C'est ça, tout à fait. Oui. Vous avez même réalisé un vernissage il y a peu de temps. Oh, oui, c'était même mon 3e ou 4e, je crois. 3e, je crois. Oui. 3e, oui. Donc oui, voilà, ça va de mieux en mieux. Ce sont aussi, s'exposer, c'est parce que c'est ça aussi, en fait. Accepter le regard des autres, accepter un jugement éventuel, des critiques positives ou négatives, des j'aime pas. Exactement, c'est toute une expérience. Et puis en fait, même avant ça, c'est le fait d'accepter de s'exposer. C'est de s'autoriser. C'est aussi de s'autoriser à produire, parce que finalement, que ce soit par l'écriture, par la musique, le chant, la danse, c'est s'autoriser à s'exprimer d'une autre manière, en fait. Oui, c'est vrai. C'est de découvrir un autre langage qui est aussi valable dans les relations humaines, dans l'entreprise. Voilà. À quand vos toiles dans les entreprises? Quand vous voulez. Quand vous voulez. Pensez à Julie pour
habiller les murs de votre entreprise, Julie. C'est Julie, c'est Julie pour en parler. Julie, on compte sur toi pour en parler. Julie avec qui vous collaborez, Julie Sauvan-Houk pour la citer. Julie, on t'embrasse. Voilà, c'est l'occasion de te remercier aussi pour tout le travail que tu fais. Donc, d'étoiles dans les entreprises, pourquoi pas? Oui, parce que je voudrais dire autre chose sur le beau. Oui. Et vraiment, aucun endroit dans la vie ne doit y échapper finalement. Tout endroit a droit à ce beau. Parce que quand on regarde du beau, on ne parle pas d'esthétique, de jugement justement ou de critique, c'est-à-dire cette capacité à s'émerveiller et à s'émouvoir d'une création. Voilà, parce que l'acte de créer en lui-même porte le beau. Voilà. Et bien, quand on est capable de voir ça, ça s'éduque aussi, hein, et ça doit s'éduquer dans l'entreprise. Eh bien, on est tourné vers une forme de bien-être. Et ce bien-être, il est créateur. Voilà. Il peut coexister avec d'autres temps de pression, qui sont aussi nécessaires parce qu'ils correspondent à une réalité. Mais il est aussi créateur de valeurs, d'envie, d'enthousiasme et d'innovation. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que l'art à pratiquer et à contempler, il a sa place dans l'entreprise et dans le monde du travail. Est-ce que dans le Forum Osée, il y aura des toiles de vous? Ah, je ne pense pas, non. Pourquoi? Parce que moi, je vais être très concentrée sur... Ah, mais si, il y en aura. Ah, bah voilà. Il y en aura parce qu'il y en a au Cénacle. Voilà. Ah, voilà. Donc, il y en aura forcément. Mais par contre, l'art aura une place. Et les artistes auront une place. Voilà. Alors, j'en dis pas plus pour l'instant parce que je veux que ce soit aussi une découverte et une expérience pour ceux qui seront là. Mais oui, l'art aura une place. Je reviens au Forum Osée. Dans le cadre du Forum Osée, vous allez avoir une place d'encadrante, d'accompagnante. De facilitatrice. De facilitatrice. Vous m'amenez tout droit vers ma question. En fait, quel est le rôle? Enfin, vous allez avoir un rôle de superviseur, en fait. Parce qu'il y a la facilitation, mais il y a la supervision. Quelle est la différence entre la facilitation et la supervision? Et le coaching d'ailleurs, parce qu'on est sur des métiers cousins, mais qui sont différents, effectivement. Donc la facilitation, on est plutôt dans le collectif. Voilà. Et on postule qu'effectivement, dans un collectif, il y a une intelligence qui circule. On anime, on répartit la parole, on veille au temps de parole des uns et des autres, à ce que chacun garde sa place, mais tout en étant ouvert à l'autre, en exprimant ses ressentis. Mais la supervision, alors, dans tout ça, par rapport à la facilitation? Alors, la supervision, on peut être effectivement dans du collectif et dans de l'individuel, mais l'objet de la supervision, c'est de prendre de la hauteur de vue. Donc, à la manière d'un aigle. Oui, on est plus dans une approche métier, voilà, une approche réflexive sur les métiers de l'accompagnement. Donc, ça s'adresse d'abord dans les métiers médicaux, surtout psychothérapeutiques. C'est en place depuis très longtemps, la supervision professionnelle. Et c'est à la fois un espace pour se développer, mais aussi déposer les choses qui peuvent parfois être lourdes à porter selon certains métiers. La supervision adaptée au métier du coaching et de l'accompagnement en entreprise, c'est toujours cette approche réflexive sur les pratiques métiers d'un accompagnant, mais aussi fondamentalement sur ce que c'est qu'une éthique, ce que c'est qu'une déontologie et comment... donner un cadre. Oui, donner un cadre, mais aussi comment la réalité de l'entreprise nous oblige à jouer avec ce cadre. Voilà. Et comment garder la boussole... garder le cap. Et ne pas perdre le nord avec tout ça. Voyez, c'est ça. On ne peut pas rester dans des choses figées, en fait. Donc la supervision, elle vient aider les professionnels de l'accompagnement. Elle est là en soutien. Oui, et puis elle vient les aider à se professionnaliser et à garder leur propre cap, c'est-à-dire à ne pas se mettre en danger soi, à ne pas mettre en danger les autres, parce que les métiers de l'accompagnement exposent à ça aussi en entreprise. Voilà. D'accord. Et donc là, lors du Forum Osée, finalement, vous aurez un rôle de superviseur, de facilitatrice? Non, de facilitatrice. De facilitatrice. Ouais, voilà, moi je suis garante de la méthodologie du Forum Osée. Voilà, et qui fait que... Donc en fait, ça va être un atelier géant sur toute la journée. Ah oui, et un atelier géant composé d'une multitude d'ateliers. De petits ateliers. Voilà, sur cette thématique de la vision stratégique et des compétences professionnelles qui sont
nécessaires pour l'incarner dans le monde dans lequel on vit. Et l'idée, voilà, c'est que on ait le plus possible d'auteurs, d'acteurs et de porteurs de projets, et que ces projets, moi, mon intention, mon espoir, c'est que ces projets vivent au-delà de la journée, bien sûr. Oui. Et que l'année prochaine, on se retrouve pour contempler, constater la valeur créée par ces projets. Il y aura un gros gâteau d'anniversaire pour les 20 ans de Proagiris. Ah, mais je n'y ai pas pensé, figurez-vous, c'est une bonne idée, tiens. Ben oui. Ah ouais, c'est une très bonne idée. Ah, voilà. Et puis, puisque vous êtes une fan, entre guillemets, d'Edgar Morin, est-ce qu'Edgar Morin sera présent? J'aimerais beaucoup, je pense à m'appelle. Edgar Morin, si vous nous entendez. Voilà. À l'écoute son époux et son épouse son aussi, épouse, qui prend, je crois, le relais de manière... ce serait un chouette cadeau. Oui, très légitime. Il faut faire votre demande à l'univers. Voilà, je demande. Et j'espère que Monsieur Morin, voilà, cette vidéo arrivera jusqu'à vous, parce que vous apportez beaucoup au monde d'aujourd'hui et au monde de demain. Voilà. Et je pense que vous avez encore beaucoup à partager. Et si les entreprises présentes et les étudiants présents lors de ce forum pouvaient vous entendre directement, je pense que ça apporterait beaucoup de valeur. Voilà. Je suis sûre que M. Morin vous entendra. Je l'espère. Et je croise vraiment les doigts pour qu'il puisse être présent. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, oui. Peut-être, voilà. En fonction de ses capacités, enfin de sa possibilité de venir. En tout cas, l'appel est lancé. Merci de me permettre cela, parce que effectivement, rien ne me ferait plus plaisir aujourd'hui que de le rencontrer. Oui, l'occasion éventuellement de faire une table ronde avec lui. Ça serait formidable. Ce serait vraiment formidable. Pour le forum Oser, on prend ses places comment? Il y a un plat par billet web, c'est ça? C'est ça, il y aura un site internet, par un site internet via votre page Alors, il y a un événement qui est créé sur Facebook. Oui. Là, les invitations à venir à l'événement sont en train de partir. Il y a 20 invitations gratuites qui sont réservées aux entreprises, que vous soyez cliente de Proagiris ou pas. Et il y a aussi dans ces 20 une partie qui est réservée aux étudiants. Voilà. Oui. Donc, avec un tarif préférentiel pour les étudiants ou c'est gratuit pour eux? En fait, je vais travailler un peu avec l'IAE. D'accord. Donc on va fonctionner un petit peu différemment. Mais voilà, il y a quand même 10 invitations gratuites qui sont disponibles pour les premiers étudiants qui se manifesteront. Et voilà, qui peuvent être aussi des étudiants aux Beaux-Arts, des ingénieurs, des artisans, enfin voilà, c'est ouvert, même si c'est ciblé sur l'innovation. On sait très bien que l'innovation se nourrit de la multitude et de la pluridisciplinarité. Voilà. Ce sera une chouette journée en tout cas. Je l'espère. En tout cas, j'ai vraiment à cœur. Dans un beau lieu, voilà. Vous parliez de beauté, de sens du beau et d'esthétique. Le Cénacle est propice à cela en fait. Exactement. Ouais. J'ai une petite question qui tombe à pic. On sort du cadre. L'amour dans tout ça. Ah, l'amour. Eh ben, c'est important, l'amour. Ouais, Moi, je rejoins assez les philosophes en disant que s'il y a l'amour entre un homme et une femme, bien sûr, mais il y a l'amour aussi universel. Inconditionnel. Et, voilà. Et ça a toujours été très important dans ma vie. Et je crois que ça a à voir avec le beau aussi, justement. Aimer, c'est voir le beau. Voilà. Oui, voir le beau chez l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aimer dans l'entreprise Aimer son prochain dans l'entreprise, si on peut dire. Oui, c'est avoir envie de s'émerveiller, avoir envie de le voir différemment et avoir envie de coopérer. C'est-à-dire être persuadé qu'à un moment, l'échange va générer quelque chose de plus grand que si on travaille chacun dans son coin ou qu'on est plutôt dans une forme de bilatéralité qui passe par un nouveau paradigme. Quoi. Voilà. Dans votre vie de femme, vous avez fait des changements? Oh oui. Oui, des changements radicaux, plus ou moins inattendus, qui ont impacté toute la famille, puisque j'ai aussi 2 enfants. Oui, c'est pas simple, ça va très vite. Il faut continuer. C'est plus compliqué quand on est une femme?
D'aimer ou de se séparer? Les deux, mon capitaine. D'aimer, je pense que ce soit qu'on parle d'un homme ou d'une femme, je ne sais pas si aimer est compliqué, mais ça demande parfois des ajustements. Mais ouais. Je ne saurais pas répondre à cette question, Valérie. Je pense que c'est très différent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est cette différence-là qui est intéressante. Mais pour parler avec des hommes aussi, ils n'ont pas la vie facile non plus, je crois. Voilà. Non. Et moi, ce que j'attends, c'est cette rencontre entre cette différence, mais aussi entre deux espoirs que c'est possible. Voilà. Et que justement... la virilité d'un côté, la sensibilité de l'autre, peuvent se rejoindre, se marier et existent aussi chez l'un, chez l'autre. Chez l'autre, voilà. Oui, parce qu'on parle tout le temps de masculin sacré, de féminin sacré, mais il y a aussi le masculin sacré. C'est vrai. Il y a la vulnérabilité. Et puis il y a du féminin dans le masculin, il y a du masculin dans le féminin. Et c'est cette rencontre-là qu'il faut chercher, je crois. Oui. Donc moi je la cherche. J'espère l'avoir trouvé. Ah, merveilleux. Séverine, avez-vous un mot de la fin pour cette interview? Avez-vous quelque chose que vous souhaitez partager avec ceux qui vont regarder cette interview? Une anecdote en lien avec Edgar Morin, avec le monde qu'on vit. Comment vous avez, avec ProAgiris justement, comment avez-vous traversé la période Covid d'ailleurs? On n'a pas parlé de ça. Ah oui, ça a été une vraie rencontre pour moi avec les nouvelles technologies. Oui. Moi, je voulais conserver à tout prix la relation humaine en face à face et je ne voulais pas trop investir dans le distanciel, etc. Parce que ça me semblait ne pas correspondre à l'alchimie de mon métier. Et puis là, j'ai été bien obligée. Oui. Et en fait, j'ai découvert que... Vous étiez capable. Alors déjà, oui, enfin avec beaucoup d'aide quand même au départ, mais que ça marchait. C'est-à-dire que l'humanité... En même temps, quand on n'a pas le choix, oui. On a tous été confrontés aux mêmes besoins, aux mêmes nécessités de communiquer quand on est enfermé chez soi. Voilà, c'est ça. Et en même temps, aujourd'hui, je trouve que ça permet aussi de faire attention à l'environnement. Enfin, pour moi, ça a apporté vraiment beaucoup de choses positives parce que, en termes de fatigue, de déplacement, on peut faire autrement. Mais il y a toujours de la place pour l'humain. Et l'humain passe. C'est-à-dire que... Et de la place pour l'innovation aussi, parce que ça oblige à innover. Enfin, la Covid, je pense qu'on l'avait vécu comme moi je l'ai vécu. On a tous été obligés d'être agile et de ne pas être raide sur ses jambes et de savoir composer avec l'incertitude qui change tous les jours et la complexité dans laquelle on vit finalement. Ah oui, mais c'est ça qui est formidable. Ça nous a quand même rappelé qu'une des lois qui s'impose à tous, c'est l'incertitude justement. Oui, il en parle souvent d'ailleurs. Oui, Edgar Morin, oui, je pense qu'il a très bien compris et très bien formulé cette vérité-là. Et en même temps, c'est plein de ressources. C'est ça qui est intéressant. Parce que l'incertitude, on peut aussi l'apprivoiser et elle a toujours un enseignement, comme là. Voilà. Oui, moi je me trompais. On peut faire de l'humain et on peut créer de la valeur. Même en distanciel. Tout à fait. Et créer des contacts. Alors ça n'empêche que je privilégie... je donne ma préférence tout le temps nous sommes des êtres nous sommes des êtres sociétaux. On a besoin de contact humain aussi, de se toucher. On l'a compris aussi. On l'a compris aussi. On a besoin de se toucher, de se sentir. Alors, on se serre sans doute beaucoup moins la main maintenant. Je pense que vous l'avez remarqué. On s'embrasse beaucoup moins. On se donne moins d'accolades. Mais voilà. Néanmoins, le langage non verbal est là aussi. C'est-à-dire qu'il y a les regards. On n'a plus nos masques, tant mieux. Ah oui, ça fait du bien. Pourvu que ça dure. Exactement. Donc, le Forum Osée sera là aussi en point d'orgue et pour mettre en orchestration tout ça, en fait. Voilà, cette notion donc, le Forum Osée, c'est le premier du genre. Il aura lieu donc le 9 juin, de 9h à 17h. C'est ça. C'est ça, 17h30. Je vais y arriver. 9h, 17h30. Voilà, ce sera au Cénacle. Voilà, il y aura un petit apéritif derrière pour fêter les 20 ans de ProAgiris, donc avec un gâteau certainement. Bon, voilà, j'ai lancé une idée. Un gros gâteau à l'américaine, avec
J'ai toujours cette image de ces gros gâteaux américains. Oui, avec plein de des beaux glaçages. des glaçages, voilà. Et bien pourquoi pas Valérie? Bon, C'est bah, une très bonne idée. c'était J'espère évident. que je vous ferai plaisir. Ah oui. Donc avis au pâtissier aussi. Et puis vous me demandiez un mot de la fin. Moi j'ai envie de dire, ça commence justement. Voilà, ça finit jamais, ça recommence tout le temps. Et oser, c'est aussi ça, quoi. C'est oser se renouveler et se renouveler ensemble. Voilà. Séverine Bercan, je vous remercie infiniment Merci à vous, pour cet Valérie. entretien Ouais. que vous m'avez accordé. Je remercie Julie Sauban-Houk qui a permis l'organisation de cette interview avec vous. Longue vie à ProAgiris, Merci longue vie à beaucoup, l'artiste, peintre, mais on a oublié de dire aussi que vous vous mettiez à la danse. Ah oui, c'est vrai. Oui, bientôt le chant. Voilà. Oui, c'est vrai aussi. Voilà, donc tout ça pour le Forum Osée. C'est la prochaine étape, c'est pour le Forum Osée numéro 2, tour de chant ou tour de danse. Oui, c'est. Et puis on croise du les doigts pour que Edgar Morin puisse être de la partie. Ce serait un beau cadeau. Je crois que vous êtes attendu, Monsieur Morin. Voilà. Merci infiniment Séverine. Merci à Valérie. vous. Et puis plein de belles choses et plein de belles rencontres lors de ce premier Forum Osée. Et vous serez là. Et je serai là, oui, Ouais, avec un grand immense plaisir. Et Oui. puis, merci à vous pour ce bel espace. Merci. J'étais contente. Devant ce papier pouvoir. peint mythique. Oui, exactement, exactement. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Oui, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.